Allez, bonjour à tous. Nous allons étudier aujourd'hui un module essentiel de l'activité de négociateur, négociatrice en immobilier, qui est le module de formation acquéreur. Un préambule à cette formation, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à l'environnement qui caractérise en fait le fait de chercher une maison à acheter. Première chose qu'il faut bien intégrer, c'est qu'un client a tendance à chercher une maison idéale. C'est-à-dire qu'il cherche à acheter une maison qui correspond à une certaine image qu'il se fait dans sa tête de cette maison. C'est-à-dire que Monsieur Dupont, par exemple, qui cherche à acheter une maison, a une certaine représentation en fait de la maison qui lui plairait idéalement. Alors comment il a cette représentation? Il l'a par rapport à des photos de maisons qu'il voit dans les journaux, qu'il voit sur internet, qu'il voit à la télé, des maisons qu'il voit peut-être chez des amis ou dans de la famille. Et par rapport à toutes ces informations, il va se créer une représentation mentale qui correspond à sa maison idéale. Voilà. Et ça, donc, c'est très important de bien comprendre cet aspect parce qu'on va voir qu'on va travailler énormément sur cette notion. Quand je lis un livre, c'est mon imagination qui m'impose une certaine image des acteurs, des paysages, des objets, etc. Je pense que pour ceux qui lisent, on a tous vécu cette expérience, à savoir que je lis un livre, je vais m'imaginer les personnages, les paysages, les objets d'une certaine façon, et il suffit que ce livre soit adapté par exemple au cinéma et qu'il y ait un film, et on entend souvent que on est déçu, dans la plupart des cas, on est déçu par la représentation, par l'adaptation au cinéma d'un livre qui a été écrit. Et ça, en fait, ça s'explique assez bien, d'accord. La raison pour laquelle, quand nous voyons un film qui est adapté d'un livre que nous avons lu, le fait que nous soyons plutôt souvent déçus, c'est que la lecture m'a fait représenter une version idéale des personnages, et donc je suis déçu parce que, en fait, c'est différent. Quand je regarde le film après, moi je m'étais imaginé que le personnage principal, il était comme ci, comme ça, voilà, avec certains critères, avec un certain aspect. Et quand finalement je vois l'acteur, il y a un décalage. Il y a un décalage. Donc c'est pas que l'acteur est mieux, c'est pas que l'acteur est moins bien, entre guillemets, mais il est différent. Donc il y a un décalage. Voilà. Eh bien pour notre client c'est pareil. C'est-à-dire que notre client au début de ses recherches, il attend souvent une émotion positive qui est forte à l'occasion d'une visite. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'il exprime quand il nous dit qu'il cherche par exemple un coup de cœur. Voilà, un client qui nous dit je cherche le coup de cœur, il exprime bien le fait qu'il cherche une émotion forte. Voilà. Et là, il faut intégrer que moins de 20% des achats immobiliers se font finalement suite à un coup de cœur. Moins de 20%. Ah oui, ça veut dire donc que 80%, plus de 80% en fait des achats immobiliers se font suite à une prise de conscience que le bien est visité n'est pas un coup de cœur, mais est le meilleur choix. Le côté rationnel est donc plus important que le côté émotionnel. Ça, c'est une notion qu'il faut bien intégrer. Donc, pour synthétiser, notre client, lui, il cherche un coup de cœur, il cherche une émotion forte, voilà, qui fera que il y aura aucun doute sur sa décision sera plus facile, d'accord? Donc là, on est dans le côté émotionnel. Or, en fait, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est le côté rationnel qui prend le dessus, et donc on va acheter une maison ou un appartement parce que, au regard de ce qui existe et de ce qui est disponible sur le marché à l'instant T, l'objectif est de trouver la maison ou l'appartement qui convient le mieux au client, l'appartement ou la maison qui nous convient le mieux. Voilà. Donc vous voyez que finalement c'est une démarche rationnelle. C'est un choix qu'on va faire et on va faire le meilleur choix. Le client va faire le meilleur choix. C'est là que nous intervenons. Et c'est là qu'en fait que le plus gros du travail est à faire et où nous avons effectivement un rôle important pour aider notre client. C'est-à-dire que notre travail va consister à faire réaliser à notre client acheteur que le bien que nous lui proposons et qu'il a visité est le meilleur. Et oui, et ça c'est un travail. Pourquoi c'est un travail? Parce qu'on l'a vu juste avant, le client, la plupart des clients en tout cas,
et c'est humain, attendent un coup de cœur, veulent une émotion qui soit incontestable, indubitable, qui soit justement pas de l'ordre du rationnel, qui soit pas une question de choix, qui n'y ait pas de choix à faire, qui ait une certaine évidence. Voilà. Donc nous, on va devoir travailler avec notre client dans son intérêt, parce que sinon il va avoir beaucoup de mal à trouver quelque chose et il peut rater des bonnes opportunités. Donc on va l'aider, on va travailler avec lui pour que il réalise que ce qu'on lui propose est le meilleur choix. Parce que si c'est le meilleur choix, alors il aura envie de se positionner. Si au contraire il voit il considère le bien qu'on lui fait visiter comme quelque chose pour qui il n'a pas de coup de cœur, alors à ce moment-là, il ne se positionnera pas. Et il peut rater une opportunité sur le marché. C'est là où nous, on a un rôle, une responsabilité par rapport à nos clients. On doit travailler avec notre client pour lui faire prendre conscience que le bien qu'il a visité est le meilleur choix. Le meilleur choix, donc par rapport à quoi? Le meilleur choix par rapport aux autres biens qu'il a visités. Ah oui, vous savez, c'est comme si vous par exemple vous souhaitez acheter une voiture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez acheter une voiture d'occasion, vous allez vous rendre chez un concessionnaire, et puis le commercial ou le vendeur va vous dire, écoutez, voilà, vous cherchez une Clio ou une voiture à 20 000 euros. Écoutez, j'ai des voitures à 20 000 euros sur mon parc, suivez-moi, je vais vous les montrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir la voiture qui a peut-être le moins de kilométrage, qui a le plus d'options, etc., etc. Voilà. Donc, vous allez faire votre choix déjà par comparaison par rapport aux autres voitures qui sont disponibles. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que le client, au fur et à mesure des visites qu'il va réaliser, va prendre conscience de la réalité du marché, de ce qu'il peut s'acheter et de ce qui est le plus pertinent en fonction de ses besoins, car les besoins de Monsieur Durand ne sont pas forcément les mêmes que ceux de Monsieur Dupont. Donc par rapport à ses besoins et par rapport bien sûr à son budget. Et oui, parce que son budget, bien évidemment, définir, c'est comme quand on achète une voiture, le budget va définir quel type de voiture, quelle gamme de voiture je vais pouvoir acheter. C'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, ce serait une hérésie de laisser croire à notre client qu'il peut trouver un bien idéal. Ok? Donc là, attention, notre objectif, c'est d'aider le client, voilà, à lui faire prendre conscience que notre mission ne va pas être de lui trouver un bien idéal, car ça n'existe pas déjà, mais notre mission, elle sera réussie parce qu'on va lui trouver le bien, la maison ou l'appartement qui correspond le mieux à ses besoins et à son budget par rapport à tous les autres biens, voilà, qui sont sur le marché actuellement. Ce sera déjà super. Voilà. Notre travail va donc consister à le faire basculer de sa vision émotionnelle, je cherche le coup de cœur, à une vision rationnelle. Je vais faire le meilleur choix, je vais acheter la meilleure maison possible par rapport à mon enveloppe, mes besoins et ce qui existe sur le marché aujourd'hui, et mon budget. Le travail le plus important est donc le timing ou les timings qui vont précéder la visite, à savoir la découverte téléphonique et le timing à l'agence ou au téléphone avant de partir Et oui, pourquoi est-ce que ce timing qui précède la visite est le moment le plus important? Pourquoi? Parce que si je n'ai pas préparé mon client, mon interlocuteur, à prendre conscience que ce qu'il va visiter est probablement le meilleur choix par rapport à son budget, par rapport à ce qui existe et par rapport à ses besoins, si on ne l'a pas préparé à ça, il va peut-être être toujours dans le côté émotionnel et lui il va venir en visite en espérant un coup de cœur. Et surtout en se disant que s'il n'a pas de coup de cœur, il ne va pas acheter. Et auquel cas, on va travailler pour rien et on ne va pas l'aider. Voilà. Okay. Comment on va faire? Comment on va procéder? Eh bien par des questions orientées et de l'information, nous allons tenter d'amener notre client à considérer positivement la maison qu'il va visiter. Et non pas comme une maison qui ne présente pas toutes les caractéristiques ou tous les critères qu'il souhaite, idéalement. Amener un client à avoir le meilleur choix sera plus facile avec un client véritablement acheteur. Alors qu'est-ce qu'un acheteur? Là, pour répondre à cette question, il faut réfléchir à quelles sont les différentes raisons pour lesquelles une personne va vouloir acheter un bien immobilier, une maison, un appartement. Alors pour quelles raisons un client peut bien vouloir acheter? Il peut vouloir acheter parce que il est en cours d'une mutation professionnelle, voilà. Il habitait à Strasbourg, il est muté sur Paris, donc il va vouloir acheter une maison ou un appartement sur Paris. Autre exemple, une séparation, là il va falloir déménager. En tout cas, ce sont des événements de la vie qui font que le bien, ou alors un événement de la vie qui fait que le bien actuel
est soit trop petit ou soit trop grand. Voilà. Je suis en couple, je vis dans un T2, ma compagne est enceinte. Voilà, on attend un bébé, on va pas pouvoir rester longtemps dans un T2. On sait qu'on va être obligé de déménager, donc il va y avoir une obligation. Ça peut être trop grand également. Il y a une maison, je suis propriétaire par exemple d'une maison qui fait, je dis n'importe quoi, 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Les enfants sont grands, les enfants sont partis. Maintenant, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de charges. Donc on va chercher plus petit. Ça peut être aussi un problème de confort ou d'incapacité. Ça peut être par exemple une personne âgée qui avait acheté il y a 20 ans une maison à étage et qui maintenant n'est plus en capacité de monter ou de descendre les escaliers. Donc il va falloir acheter une maison qui soit plus adaptée aux besoins. Voilà. Dans tous les cas qu'on vient de dénoncer, le client il a donc l'obligation de déménager. Ok ? Et donc le client qui a donc l'obligation de déménager prendra rapidement conscience avec les premières visites de ce qu'il peut acheter dans son budget. Et ça fait déjà une grande différence entre un client qu'on va dire véritablement acheteur et un client qui n'est pas véritablement acheteur. Un client qui est véritablement acheteur, même s'il a une représentation idéale de la maison de ses rêves, il va, comme il a l'obligation de déménager et d'acheter, il va vite prendre conscience de ce qu'il est capable d'acheter et du niveau d'exigence qu'il peut se permettre en fonction de son budget et en fonction de ce qu'il visite et de ce qui existe sur le marché. Alors que quelqu'un qui n'a pas l'obligation d'acheter, lui, il peut visiter des maisons ou des appartements pendant 2 ans en se disant toujours oh ouais mais il manque encore ça, là il manque ça, j'attends, je n'achète pas, on verra peut-être qu'il y aura un appartement ou une maison qui va sortir et qu'il y aura ce qui me manque aujourd'hui, etc. Ok ? L'acheteur véritable est quelqu'un qui a l'obligation de déménager. Cet acheteur véritable cherchera donc rapidement le meilleur bien et non pas le bien idéal, d'accord ? Et il ne sera pas bloqué par l'image de sa maison idéale qu'il s'est créée. Il faut aussi parfois accepter que malgré une application stricte de la méthodologie en rendez-vous, il sera parfois impossible de détourner notre acquéreur qui n'a pas d'obligation à acheter. Voilà ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que le client qui lui n'a pas l'obligation d'acheter, même si vous êtes très bon en méthodologie, même si c'est un bon commercial, même si vous traitez toutes les objections que votre acquéreur vous soumet, même si vous avez un très bon argumentaire, même si tout ce que vous lui dites a du sens, voilà, il faut accepter que par rapport à un acquéreur qui n'a pas l'obligation d'acheter, vous n'arriverez pas forcément toujours à aboutir. Voilà. Et souvent, malheureusement, vous n'aboutirez pas. Ces cas se présenteront principalement quand l'acquéreur qui n'a pas d'obligation d'acheter a des exigences qui sont trop importantes au regard de son budget. Et oui, parce que si vous avez un acquéreur qui n'a pas d'obligation d'acheter, ça va être un achat confort, voilà. C'est-à-dire que je suis bien où je suis, où j'habite, mais j'aimerais avoir un petit peu plus grand. Mais si je trouve pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas d'obligation d'acheter. Si j'achète, je suis content. Ok. Là va entrer en jeu la notion de degré d'exigence. C'est-à-dire que si j'ai un niveau d'exigence trop élevé par rapport à mon enveloppe, ça va coincer. C'est là où on va retrouver nos fameux clients qui vont chercher pendant 1 an ou 2 ans et qui n'achèteront jamais. Voilà. Pas d'obligation d'acheter et le client est trop exigeant. Et puis il y a également des clients, heureusement, qui ont effectivement pas l'obligation d'acheter, mais qui ont un niveau d'exigence qui est cohérent par rapport à leur enveloppe. Voilà. Et là, ça peut matcher, même si le client n'a pas l'obligation d'acheter. Ok ? Attention, pour préciser un peu les choses, je n'ai certainement pas dit que quelqu'un qui n'avait pas l'obligation d'acheter n'allait pas acheter. La preuve, ils peuvent acheter, mais à condition effectivement que leur niveau d'exigence ne soit pas trop importante ou en tout cas qu'il soit en corrélation avec leur budget et leur capacité. Il est donc très important, si vous voulez être efficace dans votre activité, d'identifier le profil de notre acquéreur afin d'optimiser notre emploi du temps et avoir un taux de transformation de visite qui soit normal. Alors, d'ailleurs, je fais une parenthèse. C'est quoi un taux de transformation de visite qui est normal ? Partez du principe que si vous transformez un rendez-vous acquéreur sur 10, c'est-à-dire qu'en moyenne, vous prenez une offre pour 10 rendez-vous acquéreurs réalisés, vous êtes dans le game. Vous êtes dans le game. Ça, c'est important d'avoir ce repère. Je pense que c'est bien d'avoir ce repère
parce que si vous faites 3, 4, 5 visites et que vous n'arrivez pas à conclure, à obtenir d'offres de vos clients, vous pouvez vous dire ah oui mais je fais pas forcément comme il faut, je dis pas forcément les choses comme je devrais, la méthode peut-être n'est pas bonne, etc., etc. Non. Non. Si vous avez 4-5 rendez-vous à cœur et que vous n'avez pas réussi à obtenir d'offres, c'est peut-être parce que effectivement c'est peut-être un peu trop tôt. Voilà, c'est 4-5 visites, c'est insuffisant pour avoir, on va manquer de recul pour analyser véritablement. Un taux de transformation de 1 sur 10, c'est un taux de transformation qui est très cohérent dans notre activité. Voilà, et qui permet d'obtenir des chiffres d'affaires très conséquents. Donc d'ailleurs, je fais encore une parenthèse. Vous voyez bien que le entre guillemets bon commercial ou le super commercial, vous voyez bien que n'est pas quelqu'un qui je fais une visite, je fais une vente, je fais une visite, je fais une vente, je fais une visite, je fais une vente. C'est pas ça. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, les différents cas de figure et contextes d'achat, quels sont les profils d'acquéreurs? Eh bien, on a l'acquéreur A. Voilà. L'acquéreur A est un acquéreur dont nous constaterons qu'il a l'obligation de déménager, petit 1, et qu'il a un niveau d'exigence en termes de critères qui est cohérent à sa capacité financière. Alors, pourquoi on va le catégoriser en A, ce client-là? C'est pas pour le mettre dans une case, c'est pas ça du tout l'idée. C'est pour bien intégrer nous dans notre activité, qu'il faut qu'on ait un suivi adapté à ce profil. C'est-à-dire que l'acquéreur A, puisqu'il a l'obligation de déménager, il va visiter beaucoup. Et comme il a un niveau d'exigence en termes de critères qui est cohérent à sa capacité financière, il va se décider rapidement. Parce qu'il va visiter beaucoup et qu'il doit acheter. Donc lui, il va se décider très vite. Donc ce client acquéreur catégorie A, j'ai intérêt, même si je n'ai rien à lui présenter, à le rappeler toutes les semaines. Toutes les semaines, je dois l'appeler. Bonjour Monsieur Dupont, je suis là, je m'occupe de vous, j'ai quelque chose à vous proposer. Ou alors, même, je n'ai rien à vous proposer, mais voyez, je suis toujours là. Et ça, ce travail va être important parce que si une semaine plus tard, vous rentrez quelque chose de collé, ce suivi aura permis d'établir une relation de confiance qui va vous être très utile et qui va vous permettre justement d'obtenir plus facilement des décisions, parce que la relation de confiance sera installée grâce à ce travail de suivi. Donc l'acquéreur A, on peut penser qu'il va s'engager rapidement avec nous ou avec quelqu'un d'autre, donc il faut faire un suivi très important, très court. L'acquéreur B, lui, c'est un profil, c'est une personne qui a l'obligation de déménager, d'accord? Vous verrez, vous allez voir, vous allez vite constater, c'est quelqu'un qui vous appelle sur une annonce par exemple, vous comprenez rapidement qu'il a l'obligation de déménager, il n'a pas le choix, il va déménager. Mais quand il vous parle de ses critères et de son projet, et surtout de ses critères, vous constatez que ses critères de recherche, son niveau d'exigence sont très très élevés par rapport finalement à la réalité du marché et surtout par rapport à son budget. Voilà, c'est-à-dire que c'est un client qui a par exemple 300 000 euros de budget, c'est un exemple, et quand il vous explique la maison qu'il aimerait idéalement, vous êtes, parce que vous avez la connaissance du marché, vous vous dites que ce qu'il cherche finalement c'est plutôt quelque chose qui vaut 400-500 000. Bon, et là vous vous dites il va pas trouver. Alors ce qui est important d'intégrer avec l'acquéreur B, c'est que là quand on a comme ça un client qui nous dit, qui nous met un niveau d'exigence élevé, on pourrait se dire je vais pas m'en occuper parce qu'il va me faire perdre du temps, il va pas acheter. Eh ben non, figurez-vous. Il faut s'en occuper et si il va acheter, je vous confirme qu'il va acheter. Il va acheter pourquoi? Parce que premier point, c'est marqué, il a l'obligation de déménager. Donc il va acheter. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce client B? Lui, il va rapidement revoir ses critères. Très rapidement, très très vite. Au bout de quelques visites, il va se reconnecter avec la réalité. Donc il va baisser son niveau d'exigence parce qu'il a l'obligation de déménager. Ce qui va faire que cet acquéreur B va devenir un acquéreur A assez rapidement. Donc l'acquéreur B, ça veut dire qu'il faut le suivre beaucoup aussi. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais moi je préconise que de l'appeler, un contact avec cet acquéreur B, une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines. Ne serait-ce que pour déjà être présent au moment où il va basculer sur une prise de conscience que ses critères, son niveau d'exigence est trop élevé, et pour être présent au moment où il va se repositionner sur la réalité du marché, qu'il va accepter la réalité du marché. Parce que quand ça va se produire, d'accord, quand ce virage va se faire, là, il va acheter très vite derrière. Enfin, l'acquéreur C. Voilà. L'acquéreur C, il n'a pas l'obligation de déménager. Donc moi, souvent, avec mes collaborateurs, j'ai tendance à dire, il y a l'acquéreur C, dans les C, il y a l'acquéreur C+, et le C-. Le C+, c'est celui qui n'a pas l'obligation de déménager, qu'on a évoqué il y a quelques minutes, mais qui, lui, a un budget qui est cohérent avec ce qu'il cherche, avec son niveau d'exigence. Donc, il n'a peut-être pas l'obligation de déménager, mais comme ce qu'il cherche est raccord avec ce qui existe et son budget, il va être capable quand même de se décider assez vite, ou relativement vite. Donc ça, c'est le C+. Donc il y a des C qui achètent, évidemment. Et puis il y a le C-.
Le C-, c'est celui qui n'a pas l'obligation de déménager et qui par contre, ont un niveau d'exigence qui est bien trop élevé par rapport à la réalité du marché. Voilà. Le budget n'est pas en phase avec la réalité du marché. Et alors là, ces clients-là, c'est ceux-là qui vont effectivement, vous allez voir, rester dans votre fichier, sauf si vous les enlevez, ça c'est votre décision, mais qui peuvent rester dans votre fichier pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Et si vous les appelez au bout d'un an, ils vont vous dire oui, oui, je cherche toujours. Si vous avez quelque chose, je cherche sans chercher, parce que ça fait 1 an. Si vous avez quelque chose, appelez-moi. Je regarde plus tellement, mais bon, si jamais vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Vous m'appelez. Voilà. Bon ben, là, l'acquéreur C, ce que j'ai écrit en bas du slide, là, ça va être sport, hein. On va croiser les doigts pour que le niveau d'exigence soit cohérent avec le budget du client. L'importance du suivi, je répète, je récapitule. Attention, parce que un acquéreur B peut devenir un A, d'accord? Et il va même devenir A assez vite parce qu'il a l'obligation d'acheter, qu'on a dit. Et même un C peut devenir un A. Et oui, parce que la situation d'un interlocuteur, d'un client peut évoluer dans le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, on a un client qui, par exemple, vous appelle aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il n'a pas l'obligation de déménager, voilà, et finalement, donc il n'a pas l'obligation de déménager et son budget n'est pas raccord avec le marché. Bon, celui-là, effectivement, vous n'arrivez pas à lui trouver quelque chose, mais il peut devenir A parce que peut-être que dans quelques mois, finalement, bah, il va être muté. Voilà, où il va y avoir un événement de la vie qui va faire qu'il va il va avoir l'obligation de déménager, petit 1, et puis petit 2, il va peut-être avoir un apport supplémentaire ou une augmentation de rémunération. Qui vont booster son enveloppe et qui vont faire que, par exemple, son budget va être raccord avec son niveau d'exigence. Voilà. Ou alors il va baisser son niveau d'exigence en fonction de son budget. Donc très important le suivi. Hein. Très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne prenez pas pour acquis les informations que vous avez au premier contact. C'est important de très bien faire la découverte, bien sûr, et on va voir qu'il faut la faire vraiment de manière très approfondie au maximum, mais ne partez pas du principe que cette vérité du moment sera la vérité dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, parce que ça va évoluer, et dans bien des cas, ça va évoluer. AC3. Donc AC3, c'est notre logiciel CRM métier qui nous permet, entre autres, de renseigner le projet et les critères de nos acheteurs. Voilà. Je recommande que votre fichier acquéreur contienne maximum, mais maximum 50. Parce qu'au-delà, vous n'allez pas pouvoir les suivre correctement. Et si vous ne les suivez pas correctement, vous ne créerez pas la relation de confiance minimum nécessaire avec votre interlocuteur pour qu'il ait envie de suivre vos conseils et vos recommandations quand vous allez par exemple dire à un client quand ça plaît, moi je vous conseille de vous positionner. Voilà. Un client va vous écouter, va suivre vos conseils parce qu'il a confiance en vous. Et il va avoir confiance en vous parce que vous allez bien les suivre. Cette relation va se créer en plusieurs rendez-vous. Donc le suivi est extrêmement important. Donc comme le suivi est extrêmement important et que le suivi ça prend du temps, vous ne pouvez très compliqué de suivre un fichier qui contient plus de 50. J'ai même envie de vous dire qu'il y a beaucoup de négociateurs très performants qui suivent max 20 acquéreurs et peut-être même moins. Voilà, ok. Donc au-delà, vous allez perdre des ventes par manque de suivi. On parie, je veux bien qu'on parie. Voilà. Sur ces 50 acquéreurs, comment je vais m'organiser pour être le plus efficace possible? D'abord, je vais identifier, garder et privilégier des profils A et des profils B. Voilà. Donc d'où l'importance de bien les identifier. Et ensuite, je vais compléter avec des C. Voilà, on imagine. Vous allez voir des A, il y en a très peu. Hein. Des A, il y en a très peu. Ben, c'est logique parce que eux, ils restent pas longtemps sur le marché. Donc ils vous appellent aujourd'hui. Il y a fort à parier que sous 15 jours, 3 semaines et peut-être même avant, sous quelques jours, ils ont acheté avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc forcément, vous n'allez pas en avoir beaucoup dans votre fichier. Vous allez avoir un tout petit peu plus de B, mais c'est pareil. Là, il va falloir bien les suivre et vous allez compléter avec beaucoup de C. Privilégiez les C avec qui vous avez un feeling, d'accord? Parce que au moins cette qualité de relation va faire que commercialement la personne sera peut-être plus enclin
à suivre vos conseils, vos recommandations et vous suivra quand vous lui proposerez et que vous lui conseillerez de se positionner sur une maison. La découverte. Alors la découverte, c'est la découverte du projet du client acquéreur. Et elle doit être aussi par téléphone qu'en présent. Souvent, la plupart des découvertes que vous allez réaliser vont être des découvertes que vous allez réaliser quand quelqu'un va vous appeler sur une annonce d'une de vos maisons ou d'un de vos appartements. Donc ça va être souvent donc par téléphone. Voilà. Ceux qui travaillent en agence, ça peut être effectivement quelqu'un qui passe en agence ou quelqu'un à qui vous avez donné rendez-vous en agence. Et là, la découverte peut se faire en face à face. Voilà. Mais souvent, ça va être par téléphone. Ça va être un appel sur une annonce. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble comment va être mis en œuvre le premier contact. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est, je dis toujours la même chose. Donc, je vous partage ma manière de procéder. Je dis, quelqu'un m'appelle sur une annonce, me communique la référence de la maison ou de l'appartement. Et la première chose que je vais dire, et c'est toujours la même chose, c'est, écoutez monsieur, madame, pendant que je me connecte sur la fiche du bien qui vous intéresse, parlez-moi de votre projet. J'aime bien dire ça parce que en fait, le fait d'expliquer que je suis en train de me connecter sur mon serveur, sur mon ordinateur, la personne comprend que je vais pas parler pendant quelques temps et que du coup, c'est à elle de parler. Donc, elle va pouvoir plus facilement s'exprimer sur son projet, quoi. Voilà. Et on va voir ce que c'est son projet. Il y a une phrase qui est interdite. C'est quels sont vos critères. Là, je sais que certains vont se dire ah bon, quels sont vos critères. Pourtant, on va dire que instinctivement, spontanément plutôt. C'est ce que j'aurais dit moi. Quels sont vos critères de recherche? Voilà, quels sont vos critères? Eh ben non, il faut surtout pas faire ça. Il faut dire parlez-moi de votre projet et non pas quels sont vos critères. Ça, c'est une question interdite. Qu'est-ce que vous cherchez? Quels sont vos critères? Toute question qui renvoie à une liste de critères, à l'énonciation par votre acheteur d'une liste de critères, doit être absolument proscrite. On va voir pourquoi. Voici une fiche acquéreur, donc que je vous enverrai, voilà, ou que je vous ai peut-être déjà envoyé, qui est un support papier, en attendant d'être très à l'aise avec AC3. Moi j'aime bien avoir les deux, voilà. Soit je note directement dans AC3, ou alors moi j'ai tendance à écrire sur ma fiche et puis après je remets les informations sur AC3 parce que je suis pas un champion de la dactylographie, donc c'est vrai que j'écris plus vite sur papier et moi je préfère. Mais c'est pas une obligation, d'accord. Voilà. On voit que sur cette fiche on va mettre le nom, prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Ça c'est important parce que dans AC3, si vous n'avez pas ces informations-là, vous n'allez pas pouvoir créer votre acheteur. Ça va bloquer. AC3 va vous bloquer. Quel est votre projet? Bon ben là vous voyez qu'on n'a pas une liste avec des cases. Et c'est surtout ce qu'on veut pas. Pourquoi c'est ce qu'on veut pas? Parce que la notion de projet, à la différence de la notion de critère, elle justement ne renvoie pas à la notion de critère. Ou plutôt pas seulement. C'est-à-dire que la notion de projet renvoie à qui vous êtes, pourquoi vous achetez, quelle est votre expérience, est-ce que vous avez déjà acheté, etc. Pour quelle raison vous achetez, comment est-ce que vous financez, est-ce que vous avez déjà visité, etc. etc. La notion le concept de projet est un concept qui est général et qui est global et qui ne va pas enfermer ou orienter le client vers le fait qu'il nous énonce une liste de critères. Ce qu'on ne veut pas, parce que énoncer une liste de critères va nous renvoyer à une représentation mentale de notre client d'une maison ou d'un appartement idéal et c'est ce qu'on veut. Okay, donc, est-ce que c'est une maison ou un appartement? Et après, on va écrire tout ce qu'il nous dit. Voilà. On va identifier 3 critères importants et j'ai même envie de dire au moment où on parle, cette fiche elle a évolué puisque maintenant on va identifier 4 critères importants. C'est-à-dire que là, la personne va nous expliquer son projet, ok? Et à travers tout ce qu'elle nous dit, nous, et pas elle, nous allons identifier 4 critères qui semblent être, par rapport à ce qu'on a entendu, les 4 points les plus importants pour notre client. Vous allez me dire, ah ouais, 4, ouais, mais s'il en manque, il va peut-être pas acheter. S'il a 7, 8, 9, 10 critères importants, il va peut-être pas acheter. Ah oui, mais si, en fait, le truc, c'est que si votre client a 7, 8, 9, 10 critères importants, ce ne sont plus des critères importants, ce sont des critères tout court. C'est-à-dire vous n'avez pas réussi, on n'a pas réussi à identifier des choses qui sont véritablement importantes. Les critères importants sont des critères qui correspondent à des besoins. C'est-à-dire que je dois déménager. Si j'ai l'obligation de déménager, quelles vont être les choses qui vont être essentielles pour moi? Parce que dans les critères, il va y avoir des critères qui vont être essentiels et il va y avoir des critères qui vont être secondaires. Okay, ça veut pas dire que ce pas des choses qui sont futiles, mais il va y avoir des critères essentiels, il faut que ce soit là, c'est-à-dire que je dois déménager demain. Si je déménage demain, alors il est impératif que
tel critère, tel critère, tel critère et tel critère soit là, et ben le reste, si c'est là, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas essentiel, ok? C'est pas nécessaire, voilà. Donc ça, il faut réussir à l'identifier. Et ça, c'est nous qui allons l'identifier, c'est pas lui. Et on va le faire valider par le client, on verra comment. Comment est-ce que vous financez votre projet? Est-ce que vous le financez comptant, c'est-à-dire avec des sous que vous avez aujourd'hui à la banque, ou est-ce que vous demandez des sous à la banque et donc vous contractez un emprunt auprès d'un établissement bancaire? Est-ce que vous devez vendre un bien pour acheter? Ça va être très intéressant parce que si c'est le cas, je vous recommande vivement d'être force de proposition d'une estimation. C'est-à-dire, le client vous dit ben, je suis propriétaire, je dois vendre un bien avant d'acheter, peut-être que oui, peut-être que non. Là, à ce moment-là, monsieur Dupont, ce que je vous propose, c'est que je vienne voir votre appartement pour en faire l'estimation. Ça, c'est bien parce que ça permet d'actualiser, de connaître la valeur de votre bien aujourd'hui, même si vous en avez déjà eu une, ça permet de comparer. Je pense que c'est important. Puis, on envisagera ensemble toutes les solutions. Est-ce que vous avez un apport? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un peu de sous à la banque? Un peu ou beaucoup? Quelle serait la mensualité de remboursement souhaitée pour votre prêt? Combien vous souhaitez rembourser par mois? Important ça. On n'est pas banquier. C'est pas nous qui allons prêter l'argent. Mais si un client, je sais qu'il est content en remboursant 1200 euros par mois, pour lui c'est super. Et que je lui montre une maison de sorte que s'il l'achète, c'est la mensualité qu'il va rembourser, ça va être un levier extrêmement intéressant pour l'aider à prendre une décision. Parce qu'il va être content. Regardez, aujourd'hui quand vous regardez les ventes de voitures, si vous regardez les panneaux 4x3 en publicité dans les rues, vous remarquerez que ça fait maintenant plus de 10 ans que les concessionnaires, les constructeurs ne communiquent jamais ou quasiment plus jamais sur le prix de vente le prix de la voiture. Ils communiquent sur quoi? Ils communiquent sur la mensualité. Parce que pour une voiture, par exemple, 400 euros par mois, c'est moins impressionnant que 30 000 ou 40 000 euros. 30 000, 40 000 euros, pour beaucoup de personnes, c'est énorme. 400 euros par mois, tout de suite, parce qu'il y a un montage qui est comme ci, qui est comme ça, avec un apport, ou c'est une LOA, ou je ne sais quoi. Ah, 400 euros, c'est accessible. 400 euros, c'est accessible. 400 euros, je peux. Parce que 400 euros, je peux aller au cinéma, je peux aller partir en vacances, je peux payer ceci, je peux payer mon loyer et tout va bien. Donc ça déconnecte complètement de la valeur finalement, ou du prix plutôt, du produit qui est acheté. Mais nous, c'est la même chose. C'est même encore plus important. Parce que je vous rappelle qu'on va vendre un produit, puisque une maison, un appartement c'est un produit, qui a une valorisation à hauteur de 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros. Waouh. Là, on est d'accord que c'est quand même des sacrés montants. Eh bien, le fait de revenir à la mensualité de remboursement du prêt pour ceux qui font un emprunt, voilà, 200, 1500, 1600 euros. Si c'est une mensualité qui, dans la pratique, permet à ces personnes d'être relativement à l'aise, eh ben, ça va être plus facile pour eux de prendre une décision quand on va leur parler de 1600 euros par mois plutôt que de leur parler de 500 000 euros. C'est un exemple, 1600 euros par mois, c'est beaucoup de sous, mais c'est un exemple. Voilà. Donc, on verra comment on calcule. Et ça, ce sera sur le module de formation financement, pardon. Comment on va, nous, pendant la découverte, calculer le budget acte en main, c'est-à-dire tout compris, prix net vendeur, plus les honoraires de l'agence, plus les frais de notaire. Et qu'à partir de ce montant acte en main, de cette enveloppe acte en main, donc tout compris, on va pouvoir calculer le budget honoraire agence inclus de la maison qu'on va pouvoir faire visiter, des maisons qu'on va pouvoir faire. Ok? Est-ce que vous avez déjà visité des biens? Où et qu'avez-vous visité? Je suis pas forcément partisan de demander aux clients pour quelle raison ils n'ont pas acheté, parce que ça va mentalement remettre l'accent sur des choses qui peuvent être bloquants pour des visites. Voilà, je vais prendre un exemple. Si vous dites à quelqu'un, ok, qu'est-ce que vous avez visité? Ah ben on a visité un appartement rue machin, voilà. Ah très bien. Et puis alors pour quelle raison est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez pas acheté? Ah ben justement, voilà. C'était une résidence et puis on était assez loin des transports en commun. Donc finalement, on n'a pas voulu l'acheter parce que le premier arrêt de bus il était à 500 mètres, donc on aimerait bien avoir un arrêt de bus plus près. La problématique, c'est que là, on est en train de faire se représenter mentalement, on est en train de lui faire exprimer un problème qui finalement peut ne pas être un problème. Parce que je vous garantis que pour la plupart de vos clients, vous verrez, quelqu'un qui vous dit j'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas un bus à 500 mètres, vous avez une grande probabilité qu'il finisse par acheter quelque chose où le bus va être à plus de 500 mètres, mais sauf que l'appartement il est mieux, il est ceci, il est cela. Donc si vous voulez, attention,
attention à ne pas trop les faire s'exprimer le client sur les raisons pour lesquelles il n'a pas acheté. Ce qu'il n'a pas acheté, il l'a pas acheté. De toute manière, ce que vous allez leur présenter sera forcément différent. Ok? Et ça, on en parlera plus tard, mais vous verrez qu'en plus de ça, dans notre métier, on vend de l'émotion. Et l'émotion n'a rien à voir avec les critères. Et encore moins à voir avec une distance par rapport à un arrêt. Voilà. Quand l'émotion est là, l'émotion elle est positive pendant le rendez-vous, qu'il y a des signaux positifs, et bien à ce moment-là, c'est quelque chose d'irrationnel. Et nous, on aura pour objectif de rendre rationnel tout ça. Ça, on l'a déjà vu pendant que je me connecte sur la fiche du bien qui vous intéresse. Parlez-moi de votre projet. Je répète, interdiction de dire quels sont vos critères. On va dire donc, parlez-moi de votre projet. Ça, c'est la phrase que vous devez absolument utiliser. Pourquoi souhaitez-vous déménager? Ok, très bien. Et vous achetez seul, à deux, à plusieurs? Ok, et très bien. Et c'est un logement pour combien de personnes? Vous voyez, je m'intéresse. Plusieurs personnes, on a des enfants, on a 2 enfants, donc c'est un logement pour 4 personnes, ok? Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On fait connaissance. Ah ben c'est super. Et pour quand est-ce que vous souhaitez trouver votre maison? Soit on va nous dire on n'est pas pressé, ou alors nous il faut absolument qu'on achète dans les 3 mois. Il faut absolument qu'on signe un compromis dans les 3 mois parce que plus 3 mois pour signer un acte authentique chez le notaire, il faut inscrire les enfants à l'école. Donc il faut choisir l'école, etc. Donc là on a une deadline. Ou alors on n'a pas de deadline. Voilà. Mais on va poser la question. C'est important. Ok? D'ailleurs, est-ce que vous avez visité déjà quelques maisons? Oui, où ça? Ça, j'en profite pour les négociateurs et négociatrices qui sont malins et malines. Là, à ce moment-là, vous êtes capable de faire de la prospection assis sur une chaise ou dans un fauteuil. Un client avec qui vous avez une bonne relation quelque part, c'est quelqu'un qui prospecte pour vous. Je vous rappelle qu'il a visité des maisons, d'accord? Si ça se passe bien avec lui, il peut vous donner carrément l'adresse peut-être exacte, quasiment exacte des maisons qu'il a visitées. Vous, c'est plus simple derrière. D'aller rencontrer ces personnes pour vous proposer vos services pour rentrer des biens. Voilà. Donc oui et où ça. Donc soyez malin. Si je trouve une maison qui correspond à votre projet, est-ce que vous êtes prêt à vous positionner? C'est la première phrase magique du rendez-vous acquéreur. Celle-ci, vous devez la connaître absolument par cœur. Cette phrase, cette question, elle est très importante pour 2 raisons. La première raison, voilà, ça c'est bon. La première raison, c'est que la personne, en répondant à cette question, va se dire à elle-même, oui, je suis prêt à acheter. Tant est que c'est la réponse qu'elle vous dise. Ah oui, monsieur, je suis prêt à acheter, effectivement. Si je trouve, pas n'importe quoi, mais si je trouve une maison qui correspond à votre projet, à mon projet, oui, je suis prêt à acheter, oui, tout à fait. Personne qui va dire ça, elle est en train d'ancrer, d'accord? Elle est en train d'ancrer psychologiquement le fait que, ça y est, elle va le faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que la personne puisse se dire, c'est un ressort psychologique fondamental dans la vente. Il faut que la personne se dise à elle-même, bah oui, demain, j'achète. Pas n'importe quoi, mais si je trouve une maison, mais j'achète. Comprenez que ça, c'est pas évident, hein, d'accord? Nous, on le voit parce que des fois, quelqu'un à qui on n'a pas, justement, avec qui on n'a pas réalisé cette action nécessaire dans la vente, des fois, on va lui montrer quelque chose. Si on n'a pas fait ça, il va nous dire ah ouais mais je m'attendais pas, mais effectivement il faut que je réfléchisse parce que je pensais pas que ça irait aussi vite. J'ai visité 2-3 maisons, mais du coup je suis venu là vous voir aujourd'hui, on est vendredi et il est 17h. Voilà, il faut que ouais mais ça me plaît, non mais ça me plaît, il n'y a rien à dire, donc je vais me laisser la soirée parce qu'il faut quand même que vous compreniez que c'est un achat important. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un justement qui n'avait pas encore intégré le fait qu'il allait acheter quoi. Donc il faut qu'on aide le client à intégrer qu'il va acheter. Et cette question sert à ça. Première raison extrêmement importante. Donc ça, c'est vraiment une phrase magique. Hein. Deuxième raison plutôt importante, c'est que s'il vous dit oui à cette question-là, si je trouve une maison qui correspond à votre projet, est-ce que vous êtes prêt à vous positionner? Et que là, dans les jours qui viennent, vous lui trouvez une maison qui correspond à votre projet, je vous assure, il se rappellera qu'il vous a répondu oui à cette question. Et ça peut faire basculer la pièce du bon côté au moment de la décision, si ça plaît et si la personne elle est un peu hésitante. Et on pourra toujours d'ailleurs le remettre en face de cette réponse à laquelle qu'il nous avait donnée quand on lui a posé cette question. Eh oui, donc vous voyez, cette question, si je trouve une maison qui correspond à votre projet, est-ce que vous êtes prêt à vous positionner? Il faut absolument la... Autre question, au fait, comment est-ce que vous financez votre projet? Est-ce que vous avez un apport? Vous souhaitez faire un emprunt? Sur quelle durée? Et du coup, quelle serait pour vous la mensualité de remboursement qui serait confortable pour vous? Alors, si vous avez quelqu'un qui vous dit, non mais monsieur, vous inquiétez pas, moi j'ai déjà vu ma banque, c'est vu ça. Moi mon enveloppe c'est 350 000, c'est avec ma banque. Super, vous avez bien fait, je vois que vous avez anticipé et vous avez raison.
Tout le monde ne le fait pas et bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis juste ça parce que vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? J'ai une simulation, j'ai un simulateur, on va faire la simulation ensemble, ça va prendre 10 secondes. Vous allez me dire si c'est raccord avec ce que vous a dit votre banque. Vous verrez que ça, c'est dans 95% des cas, c'est extrêmement bien vu. Voilà. Et en plus de ça, ça montre votre niveau de compétence. Donc c'est rassurant. Donc ça participe à établir un lien de confiance, etc. Et à se donner de la dimension. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que une fois que la personne a répondu à toutes nos questions, on va récapituler ce que moi j'appelle les 4 atouts. Les 4 atouts, c'est un peu comme dans un... Moi j'appelle ça les 4 atouts, ça renvoie un peu au jeu de cartes. À des 4 atouts dans un jeu de cartes. Hein. Pour ceux qui jouent à la belote, à tout cœur, à tout trèfle, à tout carreau. Voilà, les 4 atouts. Voilà. Ce sont des cartes qui sont plus importantes que d'autres. Voilà. Les 4 atouts, ça va être les 4 points importants que nous avons identifiés. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énoncer et formuler à notre interlocuteur la chose. Donc monsieur, si j'ai bien compris, ce qui est important dans votre projet, c'est que il vous faut 3 chambres. Parce que il vous faut une chambre pour vous et madame, il faut une chambre pour votre Lucas, votre garçon, et il vous faut une chambre pour votre fille Elodie. Donc il vous faut effectivement au moins 3 chambres. Deuxième point important, si j'ai bien compris, dans votre projet, c'est qu'il faut que vous ayez une proximité des transports en commun pour que Elodie et Lucas puissent aller respectivement au collège et au lycée dans un timing de par exemple 30 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'énoncer 2 points importants en le mettant en phase avec les besoins réels du client. Ça, on va répéter l'opération 4 fois. Ça peut sembler lourdingue, mais au contraire, c'est en énonçant et en prenant le temps de formuler tout ça qu'on va donner de l'importance à ces choses-là. C'est le fait de prendre le temps de l'énoncer qui va donner de l'importance à ces éléments. Ok? Parce que des fois on pourrait se dire ouais, il faut 3 chambres quoi. Genre 3 chambres c'est pas important quoi, c'est pas le plus important. Moi ce que je voudrais c'est une exposition cela, les 3 chambres, ok d'accord. Ah oui mais en fait les 3 chambres, ça c'est important. Ça c'est important. Demain, vous devez déménager, avoir 3 chambres si vous avez, il y a une chambre pour le couple, une chambre pour le garçon, une chambre pour la fille. Ça c'est essentiel. Ça c'est essentiel. Ok? Donc vous avez compris qu'à travers cette action, on va vraiment donner de la dimension. On va aider l'interlocuteur à ce qu'il réalise l'importance de choses qui sont essentielles. Au lieu, parce que sinon lui, ce qu'il va faire, le client, vous allez voir. Lui va vouloir se focaliser, passer du temps sur des choses secondaires. Oui, je voudrais que il va vous dire voilà, moi le balcon, je le veux sud-sud-est, machin, la salle de bain, qu'elle fasse plus de 7 mètres carrés 50. Voilà, en vrai, vous allez voir, c'est pas ça qui va faire que vos clients vont acheter. Hein, ok? Donc, identifier les 4 points importants, les 4 atouts, et bien récapituler 4 fois. Ça va donner de la dimension. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner, on va dire, écoutez, eh bien, au regard de ce que vous m'avez dit, la maison sur laquelle vous avez appelé est tout à fait cohérente avec votre projet parce que, et là, c'est pareil, on va répéter les 4. Elle a 3 chambres, ce qui permet d'avoir une chambre pour vous, une chambre pour Elodie, une chambre pour Lucas. Cette maison-là également, on a le bus numéro tant qui est à 200 mètres, qui permet d'aller au collège machin en 20 minutes, voilà, etc., etc. Troisième point important, ça match avec votre projet et la maison, parce que ceci, parce que cela. Quatrième point, pareil, on détaille. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire matcher le bien que j'ai avec et de le rendre cohérent avec le projet de mon client. Et hop, ça s'emboîte, ça colle. Mais vous voyez que c'est très important la démarche qu'on a fait avant. Parce que si vous n'avez pas identifié 4 critères importants, que vous l'avez laissé vous dire que oui, je veux une pièce de vie qui fait 42 mètres carrés 50. Je veux 4 chambres, dont 3 de plus de 12 mètres carrés. Je veux 2 pièces d'eau. Je veux un terrain exposé sud-sud-ouest. Je veux une maison non mitoyenne. Je veux, etc., 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 etc. En fait, vous n'allez pas réussir à rendre cohérent aucun bien avec ça. Et du coup, qu'est-ce que vous allez devoir dire? Vous allez devoir dire, écoutez, monsieur, je n'ai rien, ou madame, je n'ai rien. Je vous propose de vous rappeler quand j'aurai quelque chose. Vous savez très bien que vous ne le rappellerez jamais parce que ce qu'il demande n'est pas du tout raccord avec ce qui... Donc cette étape, ces étapes de préparation, vous voyez, qui ont lieu avant la visite, sont impératives et elles sont indispensables si vous souhaitez être efficace. Donc, maintenant, je vous propose de convenir d'un rendez-vous pour aller la visiter rapidement, car là, vous allez mettre en avant l'opportunité et l'urgence. Pourquoi? Parce que si vous voulez que le client s'engage rapidement dans son intérêt et dans le vôtre, dans le vôtre, parce que si vous faites la vente, c'est mieux. Si vous la faites pas, on est bien d'accord. Et puis pour lui, parce que s'il n'arrive pas à prendre une décision rapidement
et qu'il se réveille trop tard et qu'il nous rappelle 4 jours après la visite pour nous dire je veux acheter, mais que finalement la maison elle est vendue, vous allez faire quelqu'un de déçu. Et la personne va être super déçue. Et ça, vous verrez que ça va vous arriver malheureusement quelques fois. Donc, c'est notre devoir d'aider le client à prendre une décision rapidement. Et ça, j'insiste lourdement. Hein. Allez chercher des décisions. Une décision positive, une décision négative, peu importe. Hein, on n'est pas là pour vendre un frigo à un Esquimau. On est là, mais par contre, dans l'intérêt du client, on doit l'aider à prendre une décision. C'est un oui, c'est un non. Il a besoin de réfléchir, on va le faire ensemble maintenant, mais il faut prendre une décision. Ok ? En tout cas, donc je vous propose, donc si vous voulez que le client prenne une décision rapidement, c'est quand même plus simple si vous déjà vous-même vous lui proposez, c'est quand même plus simple si vous lui proposez d'aller visiter rapidement. Parce que si on est aujourd'hui vendredi et que vous lui donnez un rendez-vous à vendredi prochain et que vendredi prochain vous lui dites, alors que ça fait déjà une semaine que c'est en vente, peut-être même plus, et que vous lui dites faut acheter maintenant parce que ça va peut-être être vendu, par exemple, je sais pas, parce qu'il y a d'autres visites, vous n'êtes pas hyper crédible quoi. En tout cas, la personne, même si vous avez raison, même si c'est vrai, la personne peut ne pas être très sensible à cet argument parce que ça fait déjà une semaine que vous aviez pris rendez-vous et c'est toujours pas vendu. Alors, si ça fait une semaine que c'est pas vendu, ça peut peut-être attendre encore une semaine pour prendre une décision, hein, d'accord ? Donc attention à ça, convenir d'un rendez-vous rapide, ok ? Et enfin, s'assurer autant que possible que tous les décideurs soient rendez-vous, soient présents. Ça c'est essentiel. C'est essentiel parce que toute vente est un processus, d'accord ? Donc il faut absolument que si les personnes achètent à deux, par exemple, il faut que les deux, d'accord, vivent la même expérience pour avoir le même niveau d'émotion au même moment. S'il y a un décalage, vous prenez un risque. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un vous appelle sur une maison et vous faites visiter à monsieur. Monsieur se rend disponible, il sort du boulot, il vient voir parce qu'il a compris que c'était assez urgent. Madame, elle vient pas, elle peut pas, elle travaille. Bon, monsieur il vient, ça lui plaît. Et vous, du coup, vous convenez avec monsieur d'une revisite rapide le lendemain avec madame. Monsieur, lui, il est emballé. Il est emballé, lui, parce que vraiment, la maison à l'intérieur, elle est top. Le soir, il rentre, il en parle à madame, il explique lui sa version de l'histoire. C'est quoi sa version de l'histoire ? C'est la manière qu'il a eu de voir la maison. Elle est super, elle est chérie, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est machin, elle est trucs, nanani. Voilà. Là, il y a deux risques. Le premier risque, c'est que le lendemain, la dame vienne, mais qu'elle se soit fait une image merveilleuse de la maison. Et là, on revient un petit peu comme dans ce qu'on disait au départ, quand on lit un livre et qu'on voit un film après, il peut y avoir un décalage. Et la personne peut se dire, ascenseur émotionnel, ouais, elle est bien, mais pas dingue non plus, quoi. Hein. On va peut-être en voir d'autres, hein, parce que le monsieur, lui, par exemple, il n'avait pas, lui, il avait visité d'autres maisons avant, il est conscient que la maison sur le marché, elle est super intéressante. Donc lui, il est en conscience. Il est en conscience. Mais elle, par exemple, elle ne l'est pas parce qu'elle n'a pas visité assez de biens. Elle se rend pas compte de ce qu'il y a sur le marché à ce prix-là parce que elle travaille beaucoup. Donc c'est monsieur qui fait toutes les visites d'abord. Donc elle n'a pas conscience de la réalité du marché. Il y a un décalage. Là, prenez le risque que finalement, il n'achète pas, premièrement. C'était le deuxième risque, ça va me revenir. Ça va me revenir. On va passer. Ok. On va maintenant passer au rendez-vous de visite. Voilà. Ah oui, si, pardon, je reviens en arrière. Le deuxième risque, c'est quoi ? C'est que, par exemple, le monsieur, ils disent, voilà, non, oui, elle est super la maison, etc. Et puis madame dit, elle dit, ah ouais, c'est super, elle est où, machin, voilà. Et puis il va regarder sur internet, puis elle va dire, ah mais non, mais moi j'aime pas l'environnement, ça me plaît pas là, etc. Le monsieur va dire, non mais moi ça me plaisait pas non plus, hein. Mais il faut vraiment que moi quand tu vois la maison, moi j'ai eu le coup de cœur dans la maison. Et là la dame peut dire, ouais mais non, mais moi l'environnement, pour moi ça me plaît pas du tout. Et là le fait qu'effectivement elle ne soit pas rentrée dans la maison pour avoir un coup de cœur, par exemple, elle va finalement convaincre son mari d'annuler le rendez-vous. Et là ça va faire pouf, ça va tomber à l'eau. Donc attention à ça. On y va. Maintenant on part sur le rendez-vous de visite. Idéalement vous avez sélectionné 3 biens. Le plus, vous pensez que ça peut matcher. À tort ou à raison, hein, attention. Le plus moins, je ne suis pas sûr que ça peut coller, mais on sait jamais. On sait jamais. Je pense que ça peut, je suis pas sûr, mais ça peut peut-être le faire. Et le moins, c'est la maison où vous pensez que ça va pas faire, mais par contre vous avez quand même les 4 atouts qui sont réunis. Donc vous pouvez justifier de la raison pour laquelle vous avez présenté cette maison. Alors vous allez me dire, pourquoi on irait faire visiter une maison moins, alors qu'on pense que du coup on pense que ça va pas coller. Première raison, c'est qu'on peut se tromper. Et là vous allez être surpris. Je vous assure, vous allez être surpris. Si vous faites ce métier durablement, si vous êtes force de proposition pour montrer comme ça dans cette technique du plus-moins, du moins, vous verrez dans un certain nombre de cas, voilà, que finalement c'est la moins qui va matcher.
J'ai eu le cas la semaine dernière encore. Je suis pas en train de vous dire que ça arrive toutes les semaines, mais ça va vous arriver. Okay, et puis la deuxième raison, c'est que ça va permettre de comparer. C'est-à-dire que même si vous aviez raison finalement, que le moins est bel et bien un moins aussi pour le client. Par comparaison, ça va valoriser, ça va dimensionner la maison qui plaît plus. Et voilà, je reviens un peu sur mon exemple d'acheter une voiture sur un parc automobile. Je vais choisir la voiture du milieu parce qu'elle me correspond, mais aussi parce qu'elle est mieux que celle de gauche et qu'elle est mieux que celle de droite. Pour moi. Donc vous voyez bien qu'on choisit toujours par comparaison. C'est hyper important. Ok. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la grande distribution, pour ceux qui connaissent le marché de la grande distribution, que c'est une des raisons pour lesquelles les rayons sont toujours pleins. On met du choix. Et le choix ne génère pas d'incertitude pour les clients. Au contraire, ça permet de sélectionner et de dire je prends pas celui-là, je prends celui-là. Je prends pas celui-là, je prends celui-là. Ok. Maintenant, quand vous avez terminé votre rendez-vous, si vous êtes à l'agence, vous travaillez en agence, vous faites ça en agence, d'accord? Sinon, vous pouvez aller, si vous êtes mandataire, chez le client, lui proposer d'aller faire le point chez eux s'ils habitent relativement proches. Hein, bien sûr, vous n'allez pas faire 50 km pour aller chez eux. Sinon, vous prenez un rendez-vous téléphonique pour faire le point avec eux dans les minutes qui suivent. Ne faites pas ou dans les minutes ou dans les quelques heures qui suivent, mais pas le lendemain ou le surlendemain. Je vous le déconseille. Ok? Faire le point. Et là, à ce moment-là, à l'occasion de cet échange, soit téléphonique, soit physique, je vais reformuler la découverte et la faire revalider. Je présente succinctement le réseau. Je présente le processus d'acquisition s'il souhaite se positionner. Je présente la lettre d'intention d'achat. J'explique comment va se dérouler l'acquisition. Donc, compromis de vente. Alors, pour les mandataires, c'est une promesse de vente qui va être rédigée chez le notaire, dont la signature va être par le notaire. Voilà. On explique bien qu'il va y avoir un délai de 3 mois. On explique bien pour aller signer l'acte authentique notaire et récupérer les clés. On explique bien qu'il va y avoir un accord de prêt de la banque pour ceux qui font appel à une banque pour acheter de 60 jours. On explique bien qu'il va y avoir un délai de rétractation pour les non-professionnels de 10 jours à compter de la notification de la promesse de vente. Et on explique bien également qu'il faudra verser un dépôt de garantie chez le notaire ou à l'agence si c'est un compromis. J'emmène mes clients en visite idéalement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de leur donner rendez-vous quelque part, de leur faire signer un bon de visite, c'est obligatoire, et de les emmener dans votre voiture où qu'ils ne donnez jamais rendez-vous sur place. Donnez jamais rendez-vous. Si vous travaillez en agence, rendez-vous à l'agence, impératif. Si vous ne travaillez pas en agence, vous êtes mandataire, donnez rendez-vous à un point en proximité où il y a un parking, voilà, qui est facile, qui est sécure, voilà, et à ce moment-là, faites-les monter avec vous, idéalement, sinon ils vous suivent. Mais moi, je vous invite vraiment à les faire monter avec vous, c'est quand même plus sympa et ça permet de faire connaissance encore un peu, créer du lien. En visite, avant d'entrer dans la maison, je vais expliquer pourquoi cette maison a été sélectionnée. C'est-à-dire que quand je me gare, voilà, je vais descendre de la voiture, je vais me tourner vers la maison et je vais expliquer pourquoi cette maison a été sélectionnée. Ça a deux vertus. La première vertu, c'est de montrer que vous êtes carré, que vous êtes quelqu'un d'organisé, de consciencieux. Voilà. Autre vertu, ça permet de montrer que vous connaissez votre dossier. Parce que l'agent immobilier, la caricature d'agent immobilier qui connaît pas la maison qu'il a visitée, ça existe. Donc attention, c'est une occasion pour vous de vous mettre en avant. Profitez-en. Troisième vertu, c'est que ça permet, si jamais finalement la maison ne plaît pas, et ça arrivera aussi, bien sûr, que ça permettra que votre démarche rationnelle justifie le fait que vous ayez bien fait de leur montrer cette maison, même si elle ne plaît pas. Ok? Exemple, je fais visiter une maison, le premier critère important il y est, le deuxième il y est, le troisième il y est, le quatrième il y est. Bon, sauf que les clients me disent non monsieur Fer, on va pas l'acheter cette maison là parce que au niveau de l'environnement, il y a un train qui passe à 400 mètres. Pour certaines personnes, pour les personnes qui habitent ici, apparemment c'est pas gênant, mais pour nous on est assez sensible à ça. Donc pour cette raison-là, on ne se positionnera pas. Ok? Le fait d'avoir expliqué avant de rentrer dans la maison que cette maison, elle a été choisie parce que premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, va faire que la personne ne vous tiendra pas rigueur d'avoir peut-être entre guillemets lui avoir fait perdre du temps. Parce que ça, c'est la crainte que beaucoup de négociateurs ont. Beaucoup de négociateurs ne veulent pas montrer certaines maisons parce qu'ils ont peur que l'acquéreur leur reproche de leur avoir fait perdre du temps ou que d'avoir l'impression qu'ils ne nous aient pas écoutés, qu'on ne les a pas écoutés, etc. etc. Ok? Donc ça permet rationnellement, de manière rationnelle, de justifier notre action. Et à partir de là, tout va bien. Ok? En visite, avant d'entrer dans cette maison, j'explique pourquoi cette maison a été née et en quoi elle est cohérente avec leur projet et je
présente la distribution de la maison. D'accord? Je vais même expliquer avant d'entrer. Voilà, cette maison, elle est donc distribuée de plein pied avec une entrée qui dessert à gauche un grand salon séjour traversant. Vous avez dans l'entrée une porte en face qui dessert la cuisine qui est fermée et qui touche le salon, etc., etc., etc. Voilà. Là, l'objectif, c'est de montrer que vous maîtrisez votre dossier et que vous êtes sérieux. Ok? Ça, ce sont des éléments positifs. Maintenant, ensuite, on laisse le charme agir. Parce que on disait tout à l'heure que on vend de l'émotion. On vend de l'émotion. Pas du coup de cœur, de l'émotion. Attention. J'ai dit au tout début, rappelez-vous qu'il y a des clients qui nous disent nous on cherche un coup de cœur. Et moi je vous ai dit, nous on va travailler avec eux pour qu'ils oublient cette notion de coup de cœur et qu'ils pensent à la notion de meilleur choix. Ok, ça c'est une chose. Mais pour autant, sans aller au coup de cœur, vous verrez que les clients, ils vont rentrer dans une maison et ils sentent le truc ou ils sentent pas le truc. C'est ça l'histoire. Moi, je me rappelle d'une visite, c'est vieux ça. La maison, elle était dans un état lamentable et j'avais en face de moi des clients qui m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas faire trop de travaux. Voilà. Sauf que c'était pas rédhibitoire et que les 4 critères importants, les 4 atouts étaient pourtant réunis sur cette maison-là. Donc, je fais visiter. Voilà. Si on me dit quelque chose, je vais pouvoir justifier. Voilà. Et moi, de vous à moi, je pensais vraiment pas que cette maison, on se la trimballait dans le fichier depuis longtemps. Les clients il n'y avait jamais eu d'offre sur la maison parce que c'était une maison, il est dans tellement mauvais état que c'était très difficile de se projeter. Voilà. Et là, j'avais en plus en face de moi des clients qui m'avaient dit nous, idéalement, on veut pas trop de travaux. Comme les 4 atouts y sont, je fais visite. Et là, la dame me dit super. Je vous avoue que j'étais un peu surpris, j'ai essayé de pas le montrer, mais personne me dit c'est super. Et en fait, le jardin, il y avait un grand arbre dans le jardin qui était la même essence qu'un arbre qui était dans le jardin de sa grand-mère quand elle était petite, une vraie histoire. Et le jardin ressemblait beaucoup au jardin de la maison de sa grand-mère où elle allait quand elle était. Et là, la magie a opéré. Okay, et vous allez voir que pour illustrer beaucoup de choses qu'on a dit juste avant, et bien là, bizarrement, pour des personnes qui ne voulaient peu de travaux, ils ont acheté cette maison-là alors qu'il y avait des travaux absolument énormes de rénovation. Mais là, tout d'un coup, voilà, la maison, ils avaient envie de l'acheter et finalement, il y a des choses qui étaient problématiques qui finalement ne l'étaient plus. En tout cas, ils étaient prêts à payer le prix de travaux à faire, parce qu'ils pouvaient le faire également, bien sûr, pour avoir cette maison-là qui leur plaisait. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est détecter des signaux d'achat pendant la visite. C'est ça qui nous intéresse. On va laisser le charme agir ou pas. Et si le charme agit, on va essayer de détecter des signaux d'achat. Des personnes qui posent des questions, on voit bien quand même, on le voit sur le visage des personnes qui visitent, hein, vous allez voir, vous allez vivre ça rapidement. S'il y a un intérêt ou pas, si les personnes posent des questions, s'intéressent, etc. Ça, ce sont des signaux d'achat. Est-ce qu'il y a eu des visites? Est-ce qu'il y a d'autres visites? Voilà, des clients qui commencent à poser des questions comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. Okay, une fois que la visite est terminée, d'accord, je vous disais tout à l'heure, vous prendrez rendez-vous avec eux, rendez-vous téléphonique, là, pour faire un retour et un échange avec l'objectif effectivement de les aider à prendre une décision, hein, c'est-à-dire fermer la vente, ce qu'on appelle ça du closing en anglais américain. Voilà, c'est-à-dire aider le client à prendre une décision positive, bien sûr, si ça plaît. Vous aurez donc une fiche devant vous, voilà, même si vous êtes au téléphone. Et puis, ce que vous ferez, c'est que de manière méthodique, vous rappellerez point par point, vous rappelez encore une fois les 4 critères importants. Alors, vous allez me dire, c'est un peu rengaine, parce que vous l'avez fait déjà au début, machin, là, vous le refaites là, oui. Mais encore une fois, ça a pour objectif alors vous n'êtes pas obligé d'y passer 2 heures, hein, d'accord? Mais vous le réénoncez, les 4 critères importants rapidement, ça va très vite. Mais au moins c'est refait encore pour remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire, c'est-à-dire remettre bien l'accent et redimensionner et rappeler bien les points essentiels. Ça sert à ça. Et ensuite on va valider chacun des points. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 1. Et là vous allez mettre oui ou non. Et là vous allez... Alors l'objectif c'est que ce soit oui, bien sûr. Et normalement c'est oui, puisque vous avez sélectionné des maisons dont les 4 critères importants étaient réunis. Donc normalement c'est un oui qui est là. Mais ça va aider le client à en prendre conscience. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est important. C'est un cheminement, que le client prenne conscience que c'est le bon choix. Une fois que vous avez donc bien validé chacun des critères les uns à la suite des autres, vous allez utiliser la phrase magique numéro 2. Je vous rappelle la phrase magique numéro 1, c'était tout à l'heure, à la moment de la découverte, si je vous trouve une maison qui correspond à votre projet, est-ce que vous êtes prêt à vous positionner? Là, la phrase magique numéro 2, elle intervient juste après
la validation méthodique de chacun des critères importants, de chacun des 4 atouts, et vous allez dire, est-ce que cette maison est susceptible de vous intéresser? Vous voyez, là, je mets pas de pression. On est dans le conditionnel, surtout pas de pression. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être un oui mais. Si c'est un oui, on continue. Si c'est un non ou un oui mais, ça veut dire qu'on a des objections et on va les traiter. Alors les objections, ça peut être non, je me vois pas l'acheter parce que quelque chose qui est important pour moi mais qu'on n'avait pas évoqué, en tout cas pour cette maison-là, en tout cas, voilà, c'est que la pièce de vie, elle est mal foutue, quoi. Donc moi, je voudrais une pièce de vie qui soit pas comme ça, qui soit plus grande, tu sais quoi. Ou elle est très étroite, elle est assez grande en surface, mais elle est très étroite. Ça me convient pas, c'est mal foutu, c'est mal fichu, la distribution. Là, vous allez pouvoir traiter l'objection, par exemple, en disant, bah écoutez, une solution, ce serait par exemple de faire un agrandissement. Ou une solution, ce serait d'ouvrir la cloison entre le séjour et la cuisine pour avoir un espace qui soit plus important et du coup un volume qui soit plus important. Voilà. Et donc gagner du volume. On imagine que cette solution soit une vraie solution, c'est-à-dire que ça résolve le problème de notre client, auquel cas on va continuer la suite. Et puis sinon, on va traiter. Si vous traitez et que vous n'arrivez pas à non, malheureusement, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et ça va arriver, encore une fois, dans 9 cas sur 10. Hein. Rappelez-vous, on s'est fixé un taux de transformation d'une offre sur 10. Vous voyez, ça va vous arriver souvent. Hein. Faut pas vous dire pour autant je suis un mauvais vendeur ou un mauvais commercial. Ok. Si la personne, vous avez traité les objections et que c'est ok, voilà. Là, vous allez passer ensuite à la partie financement. Donc là, vous allez reprendre le prix frais d'agence inclus. Vous allez mentionner les frais de notaire. Vous allez additionner les deux et vous allez noter sur votre fiche le montant acte en main. Ensuite, vous allez déterminer l'apport. Vous allez reformuler l'apport qui vous avait été communiqué au moment où vous allez faire répéter que c'est bien 30 000 euros d'apport, par exemple, qu'ils veulent utiliser pour un projet comme celui-là, ce qu'ils vous avaient dit au départ, mais vous le faites reconfirmer ou répéter. Par soustraction entre le prix acte en main moins l'apport, vous allez déterminer le montant à emprunter à la banque. En fonction de la durée choisie par le client et du taux que vous allez prendre sur votre application, meilleur taux par exemple, mais il y en a d'autres, et en fonction, vous allez calculer la mensualité. Et là, vous allez arriver sur, voilà, cette maison-là, vous pouvez aujourd'hui, si vous vous positionnez, elle est à vous pour 1356 euros par sur 25 ans à tel taux moyen aujourd'hui. Et là, on va utiliser la dernière phrase qui est la phrase magique numéro 3. Donc moi, à la vue de tous ces éléments, moi, je vous propose de vous positionner. Moi, parce que ce que je vois, c'est que ça colle avec votre projet. Voilà. Donc à partir de là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous positionner et puis qu'on rédige une lettre d'intention d'achat. Et là, vous vous taisez. Vous ne dites plus rien et vous laissez parler. Normalement, quand vous arrivez là, vous avez traité les objections. Parce que là, certains d'entre vous sont en train de se dire oui, mais il y en a un qui peut me dire encore un mais nanana. Je vous rappelle que normalement, quand vous êtes arrivé à cette étape-là, je vous le rappelle, les objections ont été traitées en amont. Okay, ce qui veut dire que la seule problématique que vous pouvez éventuellement avoir à ce moment-là, ça peut plus être une objection, elles ont été traitées avant. C'est bon, on est d'accord, mais il y a une espèce de stress. Il y a une espèce de stress qui est là, avec des clients qui peuvent avoir très peur, qui sont un peu analysants et extrêmement stressés par l'enjeu de la décision. Ils vous disent écoutez, on est d'accord, à ce moment-là, on va réfléchir, on en reparle ce soir, nous on pose ça ce soir tranquillement, on vous rappelle demain. Bon, à la limite, si c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vous invite à travailler pour avoir la décision tout de suite. Donc, comment on va jouer là-dessus? On va quand même expliquer rappeler que la maison, elle est en vente et qu'il y a eu des visites qui ont eu lieu certainement dans la journée, que si la maison leur plaît à eux, certainement elle va plaire également à d'autres personnes, parce qu'elle a tout, effectivement, elle a beaucoup de qualités, et donc que si la maison plaît, il est quand même, il est vraiment judicieux de se positionner maintenant pour être en capacité de l'avoir. Parce que là, je vous le dis, sur le marché aujourd'hui, on est en train de parler aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Voilà, là je fais la vidéo 20 décembre 2024. Je vous assure que les acquéreurs, il faut qu'ils se décident rapidement. Parce qu'il y a énormément d'activités acquéreurs. Les acquéreurs reviennent sur le marché, sont à nouveau finançables. C'est une très bonne nouvelle. Donc un acquéreur qui voit une maison qui lui plaît, se retrouve, prend le risque très important d'être en concurrence avec un autre acquéreur. Donc la notion de réactivité, elle est déterminante. Donc monsieur le client, moi je vous conseille de prendre votre décision hyper rapide. Et en plus, ça vous plaît la maison, on est d'accord? Et ça, on le fait redire. Donc, go. Même si vous n'arrivez pas à la décision tout de suite, vous l'aurez quelques heures plus tard. Mais tout, allez chercher des décisions.